Alors, on va commencer comme d'habitude par une petite prière, en élevant nos pensées vers les bons esprits, envoyés par notre Père Dieu pour nous assister dans les moments difficiles de la vie, pour nous inspirer sur le meilleur chemin à suivre pour notre propre évolution, pour nous défaire des défauts qui nous restent, comme l'égoïsme, l'orgueil, et les remplacer par les vertus opposées, qui sont l'humilité et puis la charité. Inspirations qui sont d'autant plus nécessaires dans les circonstances actuelles, avec cette situation assez inattendue et inédite, mais qui néanmoins est un des signes de cette transition que traverse notre monde actuellement, de prise de conscience de notre petitesse devant la nature, et nous l'espérons que de plus en plus de personnes s'éveillent à ces bons sentiments que sont l'amour du prochain et la charité. En remerciant aussi ces guides spirituels pour l'occasion que nous avons de, malgré le confinement, pouvoir nous réunir pour pouvoir étudier aujourd'hui justement la loi de destruction dont nous avons un exemple sous les yeux dans l'actualité, que nous puissions bien comprendre ces lois naturelles, les mettre en pratique sur nous-mêmes et ainsi donc les diffuser autour de nous. Et en souhaitant que ces leçons puissent également être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous, dans nos domiciles respectifs, et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Ainsi soit-il. Merci. Alors, vous voyez mon écran? Oui, oui, très bien, très bien. Oui. Profitez pour lancer un deuxième petit appel. Voilà. Alors, nous avons le dimanche. Je regarde s'il y a un moyen automatique de faire ça plutôt que de cliquer un par un. Voilà. Alors, si vous voyez le programme, on attaque le module 13, qui est toujours sur les lois naturelles, les lois morales ou naturelles. C'est la troisième partie du livre des esprits. Donc, nous avons déjà vu la loi de liberté, la loi d'adoration qu'on avait commencé l'année dernière, et la loi de liberté, la loi du progrès, la loi de société, la loi du travail que nous avons vu ces dernières semaines. Et donc là, nous allons attaquer le module 13. Donc, c'est la loi de destruction et la loi de conservation. Et vous voyez, le thème qu'on va avoir le 19, là, c'est les fléaux destructeurs. Donc, fléaux destructeurs, on est en plein dedans. Pourquoi, de temps en temps, il y a un virus qui tue des dizaines de milliers de personnes? Pourquoi, de temps en temps, il y a des tremblements de terre? Pourquoi il y a des tsunamis, des inondations, etc. C'est ce qu'on va essayer d'examiner dans cette leçon d'aujourd'hui et puis la suivante sur cette loi de destruction. Et vous voyez qu'elle est groupée avec la loi de conservation, puisque qu'on verra après au niveau de l'instinct de l'intelligence, et donc et le nécessaire et le superflu. Donc c'est là où on verra que l'instinct de conservation qu'on voit chez tous les êtres vivants, que ce soit les animaux ou même nous, quand on a peur de quelque chose, on se lève, on part en courant. Et donc c'est pour ce fameux instinct de conservation qui est aussi qui suit la loi naturelle de conservation pour, je dirais, la perpétuation des espèces. Voilà. Alors, destruction nécessaire et destruction abusive, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je pense que le titre, ça doit vous évoquer déjà pas mal de choses. On voit que dans la nature, il y a des choses qui naturellement se détruisent et se régénèrent. Donc, tous les êtres vivants, tôt ou tard, ils meurent. Et en permanence.
Hein, ça, c'est un phénomène qui se produit de façon continue. Et ben, aussi, ce qui se produit de façon continue, ben, c'est qu'il y a de nouvelles graines qui germent, il y a de nouveaux enfants, des animaux qui naissent, il y a des humains, etc. Et donc, vous commencez déjà à sentir là à quoi sert cette loi de destruction, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, ben, il faut régénérer, il faut renouveler, hein, et c'est aussi donc par cette régénération et par ce renouvellement que l'évolution, l'amélioration des espèces se produit. D'accord? Et alors, on va voir donc que cette loi de destruction, elle existe dans la nature, mais on va voir aussi que l'intervention humaine a introduit ce qu'on appelle une destruction abusive. Hein, on citera des exemples hein, comme la pêche, comme hein, la déforestation massive, etc. On verra donc différentes activités de l'homme où cette destruction, quand elle est faite uniquement pour assouvir des intérêts purement économiques, elle peut très vite devenir abusive. Voilà. Alors, au niveau des notions de base, donc, on voit ici la question numéro 728. Hein, c'est dans les questions numéro 700, on est dans le livre des esprits, le livre 3e sur les lois naturelles, donc sur le chapitre qu'on étudie aujourd'hui. Donc, dans la question 728, les esprits ont répondu à Kardec que les créatures de Dieu sont les instruments dont il se sert pour arriver à ses fins. Pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, et cela dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction, qui pourrait devenir excessive, et d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure. Alors, oui, c'est ce qu'on voyait déjà dans l'Évangile quand on lisait « la chair se nourrit de la chair hein ». Et donc, effectivement, comment dire, on est obligé de s'alimenter pour alimenter notre corps. Alors même quand on est végétarien, c'est ce qui est quand même un progrès hein, dans l'humanité. Ben, on détruit des plantes, on détruit des salades, on détruit qui sont aussi des organismes vivants, pas au même niveau que les animaux, hein, mais ce sont des organismes vivants. Et pareil, ben, quand on voit les animaux, ben, ils se nourrissent les uns les autres. Hein, c'est-à-dire que euh, euh, de façon naturelle, hein, les animaux carnivores ben, se nourrissent soit en chassant des animaux vivants, soit pour les charognards en mangeant les corps des animaux qui sont déjà morts. Donc, ils utilisent ça pour se nourrir et pour donc leur survie. D'accord? Et ça, ce sont des choses qui, dans une certaine mesure concernant l'humain, évidemment, restent dans les lois de la nature. Alors, ce que cette question précise aussi, c'est que, en fait, ce qui est détruit par la mort, ben, c'est uniquement l'enveloppe, c'est-à-dire le corps. Et donc, quand on se nourrit de ce corps, hein, donc, ou des organismes. Maintenant, l'esprit des animaux, par exemple, qui sont passés à l'abattoir, hein, ben, lui se régénère et va se réincarner pour la perpétuer, enfin, voilà, pour faire d'autres animaux. Voyez? Donc, on se nourrit du corps, on se nourrit de la chair, on se nourrit de la partie matérielle et pas de la partie spirituelle. Voilà. C'est un Donc, enfer. Pardon? C'est un enfer. Ça peut être vu comme ça, voilà. C'est notre prison charnelle, entre guillemets, hein, comme on dit d'habitude. Et donc, cette enveloppe, le corps, n'est que l'accessoire et non la partie essentielle de l'être pensant. La partie essentielle, c'est le principe intelligent, donc l'esprit, hein, qui lui est indestructible, qui s'élabore dans les différentes métamorphoses qu'il subit. D'accord? Donc, vous voyez ici que cette loi de destruction fait partie des lois de la nature. Et donc, il complète, toujours dans cette question numéro 728, en disant que la destruction nécessaire se produit dans la nature selon les transformations biologiques naturelles, le renouvellement et l'amélioration des espèces,
C'est-à-dire que même, je dirais, quand les animaux ou les plantes ou les humains vieillissent, il y a la mort naturelle qui se produit. Donc, quelque part, voilà, cette mort et cette destruction, la réincarnation qui en suit dans un nouveau corps, etc., c'est un passage obligé. Hein. Et je dis toujours, on a 100% de probabilité qu'un jour on va mourir, hein, c'est clair. Voilà. Et donc les esprits commentent en disant, il faut que tout se détruise pour renaître et se régénérer, car ce que vous appelez destruction n'est qu'une transformation qui a pour but de renouvellement et l'amélioration des êtres vivants. Et ça avait été observé, vous voyez, le livre des esprits date de 1857, et la théorie de l'évolution des espèces de Charles Darwin, si je me rappelle bien, c'est aussi 1857. Non, je ne suis pas 100% sûr, c'est peut-être 1858, mais il me semble que c'était la même année que le livre des esprits. Et donc, vous voyez que ces idées-là sont revenues à la fois dans le livre des esprits et comme dans le livre de Charles Darwin, qui expliquait justement, c'est par la mort, la renaissance, que les espèces se perpétuent et s'améliorent. Hein. Oui, mais Charles Darwin, c'est une hérésie, Charles. Pardon? C'est une hérésie totale, Charles Darwin. Tout ce qu'il a raconté, c'est des conneries. Ce sont des conneries, c'est prouvé maintenant. En ce qui concerne l'évolution, comment dire, de physique des corps, hein, que ce soit des animaux, enfin, Darwin n'a pas étudié l'homme, hein, il n'a pas étudié l'humain, il a étudié surtout les animaux. Hein. Et quand il a expliqué l'évolution des différents animaux, comment ils se sont adaptés quand la vie existait d'abord dans l'eau, pour sortir de l'eau, etc., hein, avec les premiers batraciens et tout ça, là, il décrit quand même quelque chose qui est attesté par les recherches géologiques sur les fossiles et tout ça. C'est là où moi, d'ailleurs, quand tu dis ça, André Louis, comment il raconte, tout ça, ça a été fait par les généticiens de l'autre côté. C'est là où je sais pas, il y a quelque chose qui. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Darwin, il a observé, il a étudié la partie observable, c'est-à-dire l'évolution des formes physiques. Il n'a pas étudié l'esprit. Hein. Le livre de Darwin est un livre qui étudie la matière, hein, l'aspect matériel. Il n'étudie pas la cause profonde de ça qui peut exister dans le monde spirituel. Donc, le travail de Darwin, c'est un travail qui a son utilité pour je dirais, résumer l'observation de l'évolution des espèces, hein, ça c'est quand même quelque chose d'indéniable, même si Darwin ne va pas dans la cause de cette évolution, qui est non seulement matérielle, mais aussi et surtout essentiellement spirituelle. Et ça, ce sont des notions qui sont venues par après. Hein. Et enfin, Kardec en parlait déjà dans le livre des esprits, il disait que c'est l'esprit, en fait, hein, en se réincarnant, qui façonne son enveloppe physique dans une certaine mesure. Hein. Il a un patrimoine génétique qu'il hérite de ses parents, hein, mais ensuite, les caractéristiques dans le détail et dans une certaine mesure, il peut influer même sur son patrimoine génétique, sur les gènes. Hein. Ça, c'est les médecins de l'association de médecins spirites le prouvent aujourd'hui. Vous avez plein de gens qui ont une prédisposition pour avoir une maladie génétique et qui l'ont pas. Et d'autres qui ont la même prédisposition et qui ont cette maladie. Et il a même été observé maintenant que, comment dire, l'ADN d'une personne, les gènes peuvent changer entre l'enfance et la phase adulte. Il peut y avoir de légères modifications qui sont induites par l'esprit, par l'action de l'esprit qui s'est incarné dans ce corps. Donc, ce qu'a dit Darwin, c'est juste et c'est tout à fait respectable pour, en ce qui concerne l'observation de l'aspect extérieur de cette évolution, même si Darwin ne remonte pas à la cause, ne rentre pas dans les considérations du monde spirituel. D'accord ? 1859. 59, voilà, j'étais à 2 années près. Voilà, c'est à peu près contemporain du livre des esprits qui était 1857. Vous voyez ? Donc, supposer que maintenant, on se réincarne, on vieillit, s'il n'y avait pas la mort, quand on voit aujourd'hui la période de la vieillesse,
Moi, c'est ma maman qui est partie il y a maintenant déjà 5 semaines, hein, c'est fou comme le temps passe. Euh, Son corps, il marchait plus, hein, le cerveau fonctionnait plus, elle avait Alzheimer, elle pouvait plus s'exprimer librement, elle pouvait plus se lever. Enfin bon, vous voyez, il y a un moment où on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Elle est restée, moi je pense, elle a fait un effort énorme pour rester aussi longtemps avec ses enfants, quoi. Hein. Mais il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence pour dire, bon, le corps, il est tellement usé qu'il vaut mieux en changer, quoi, comme on dit. C'est là où il parle de cette transformation, c'est-à-dire que ben, elle s'est désincarnée. Et ben, dans un certain temps, hein, qui peut être quelques années ou plus long, elle va se réincarner dans un corps tout neuf d'un petit nourrisson. Voyez? Et donc, c'est là où on voit cette notion de transformation, ce qu'on appelle mort et destruction, c'est en fait qu'une transformation. C'est-à-dire que le corps, ben, il reste ici sur la terre, puisque l'esprit n'en a plus besoin, et il va lui-même aussi entre guillemets, se recycler. Et je pense que là, il y a encore pas mal de progrès à faire du côté humain. Il va se recycler et ensuite, l'esprit se réincarne, il récupère de nouveau des nutriments qui sont apportés par la mère qui est enceinte pour se façonner un nouveau corps. Voilà. Et il recommence avec un corps tout neuf pour continuer son évolution, qui n'était plus possible avec le corps vieux et usé de la vieillesse. Voyez? Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. La mort, c'est pas quelque chose d'horrible, au contraire, il faut plutôt le voir comme une libération, même si, évidemment, dans la loi de conservation qu'on verra dans les semaines à venir, nous demande de préserver ce corps hein, et de l'utiliser aussi longtemps que possible, justement pour notre évolution. Voilà, donc il ne s'agit pas de dire, bon, ben là j'en ai assez de mon corps, hop, je m'en vais, je vais en récupérer un nouveau. Donc ça, ce serait, entre guillemets, du suicide ou de la négligence, qui n'est pas bon non plus. Hein. Donc tant qu'on a un corps, il faut en profiter. Et je pense que cette période de vieillesse, comme le décrit très bien Léon Denis dans son livre, hein, Le problème de l'être et de la destinée, la phase de vieillesse est une phase qui est extrêmement importante pour l'évolution de l'esprit. Et alors, j'aime pas trop parler enfin, c'est ma maman, quoi. Mais elle nous a donné un show, un exemple hein, de patience, de résignation, hein, et puis elle, ça lui a donné le temps de se détacher de la matière, etc. Donc, en observant ça maintenant avec un peu de recul, je me rends compte à quel point cette phase, même la maladie Alzheimer, qui pourtant est terrible, a été utile pour ma maman et je suis sûr que ça lui a servi pour son évolution. Et en plus de ça, pour donner l'exemple aux proches et puis à ses enfants. Hein. Voilà. Donc, là, on voit cette destruction nécessaire dans la nature. Hein. Et ça, comme je dis, c'est 100% de probabilité, un jour, on va aller de l'autre côté. Hein. Voilà. Alors après, on parle de la destruction abusive. Donc ça, évidemment, c'est pas prévu dans la loi naturelle. Donc elle met en danger la vie de la planète. Toute destruction anticipée entrave le développement du principe intelligent. C'est pourquoi Dieu a donné à chaque être le besoin de vivre et de se reproduire. Donc, destruction anticipée, ça peut être, comment dire, le suicide, ça peut être un assassinat, ça peut être ce qu'on appelle les suicides lents, hein, quand on fait des choses sciemment qu'on sait que ça porte préjudice à notre corps et donc ça raccourcit la vie, hein, comme, je ne sais pas, le tabac, l'alcool, l'excès des aliments, etc. Ça, c'est pas en accord avec les lois naturelles. On rentre déjà dans la destruction abusive. Et ce qu'on peut voir aussi dans la destruction abusive, comme on en parlait tout à l'heure, c'est tout ce que l'homme fait en ce moment avec notre planète. Donc, vous voyez, en 1857, quand cette question a été écrite, bon, il y en avait déjà, hein, il y avait déjà des problèmes de pollution, il y avait des guerres, il y avait toutes ces choses-là, mais on n'en était pas encore au point où on est aujourd'hui, où on a détruit les forêts, on détruit la surpêche, hein, où on met en danger la perpétuation des animaux marins, des poissons, et surtout quand on voit que cette surpêche de 1 tonne pêchée, je ne sais plus quel est le chiffre, mais il y a quoi, la moitié qui en fait n'est pas utilisée, qui part soit à la poubelle, soit
et utilisé pour des rations, enfin des choses secondaires, quoi. Hein. Et il en est de même, donc, avec toute cette activité humaine. Et on peut bien le voir en ce moment, comment, avec le confinement, du coup, ben, les eaux redeviennent bleues et transparentes, les dauphins reviennent dans les ports, comme le ciel il est bleu, avec, sans avoir toutes ces traînées de fumée, enfin de CO2, donc les échappements des avions dans le ciel. On commence à sentir comment la planète, ça lui fait du bien, donc de faire une petite pause comme on est en train de faire en ce moment, quoi. Hein. Et donc là, on illustre, on voit clairement la destruction abusive. Et c'est pareil, je pense, au niveau de la nourriture animale. Donc, personnellement, je ne suis pas végétarien, mais je ne cours pas après la viande non plus. Quand il n'y a que ça à manger, ben, j'en mange quand même. Maintenant, je suis tout à fait conscient et je partage l'idéal végétarien parce que, comment dire, autant à certaines époques, on n'avait pas de moyens de conserver les aliments et puis il fallait bien conserver les bêtes vivantes en hiver pour pouvoir avoir quelque chose à manger en hiver, hein, où on conservait le chou en faisant de la choucroute en Alsace. Hein. Enfin, il y avait les pommes de terre aussi, ça c'était une invention, on pouvait les garder dans la cave tout l'hiver. Mais après, bon, si vous allez chez les Esquimaux, ben, chez eux, avant qu'il y ait tous ces moyens de conservation des aliments, ben, l'hiver, ils n'avaient pas trop le choix, à part le poisson ou le phoque. Les végétaux ne poussent pas dans les pays nordiques en hiver. Et donc, ils étaient bien obligés, s'ils voulaient rester dans ces endroits-là, de manger de la viande. Alors, manger de la viande, bon, ça peut être considéré, quand on est dans les limites raisonnables, comme une destruction justifiée, hein, peut-être pas nécessaire aujourd'hui, mais justifiée. Mais par contre, un steak tous les jours, matin et soir, là, on rentre clairement dans ce qu'on appelle, il faut réfléchir si on n'est pas en train de commettre là une destruction abusive. Parce que après, il faut voir aussi que l'impact écologique de la viande, hein, qui demande beaucoup, beaucoup plus d'eau, qui produit beaucoup plus de gaz à effet de serre que les végétaux. Et donc, au niveau écologique, la tendance avec l'augmentation de la population sur la Terre sera forcément de moins de carnivores et plus de végétariens. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vous entends plus. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, oui, tout à fait. Très bien. D'accord. On t'entend très bien. Très bien. Il n'y a pas de question. Donc, vous voyez, dans le spiritisme, on a toujours. C'est ni tout l'un ni tout l'autre, c'est toujours la position raisonnable intermédiaire. Hein. C'est vrai que les extrêmes sont difficiles, hein, quels qu'ils soient, dans un sens ou dans l'autre. Et souvent, ben, on voit que la propre loi de la nature, ben, elle, c'est plutôt une question d'équilibre. Hein. Comme il le disait dans la question précédente, il y a certaines espèces animales, ben, s'il n'y avait pas de destruction ou de prédateurs, hein, comme on dit dans la nature, eh ben, il y aurait une prolifération incontrôlée de cette espèce-là qui pourrait, là, finir par détruire les autres espèces. Hein. Donc, la nature, elle recherche toujours un équilibre. Hein. Et quand une espèce se développe trop vite, ben hop, il y en a qui en profitent, les prédateurs, et puis qui se nourrissent de cette espèce, et du coup, hop, ça remet pour arriver à cet équilibre naturel. Alors, il y a un nom pour ça, mais je ne me rappelle plus, il m'échappe pour l'instant. Enfin, les équilibres qu'il y a au sein de la nature au niveau de toutes ces espèces. Voilà. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Voilà. Donc, on répète, donc il répète la même phrase qu'on a déjà vue tout à l'heure. Donc, il y a deux formes de destruction. Une qui est bénéfique pour le renouvellement des espèces, pour l'évolution et l'amélioration des espèces, et l'autre qui est abusive. La première, en fait, on dit que c'est une destruction, mais quand on prend du recul et qu'on voit, ben, c'est pas une destruction, c'est une transformation.
Donc, c'est le renouvellement et l'amélioration des êtres vivants, le corps qui se recycle dans la nature et de nouveaux corps qui se forment. Et côté spirituel, donc, on a les esprits qui abandonnent les corps vieux et usés qui leur permettent plus d'évoluer pour en retrouver de nouveaux et continuer leur évolution. Voilà. Et donc, la destruction abusive, d'où est-ce qu'elle vient? Là, ils le disent clairement aussi, ça vient de l'imperfection morale et intellectuelle des hommes. Hein. Et donc, c'est la prédominance de la bestialité sur la nature spirituelle. Voilà, toute limite, toute destruction qui dépasse les limites du besoin est une violation de la loi de Dieu. Ah, c'est dit de façon forte et brutale ici. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, là, c'est l'imperfection morale. Donc, donc ça, c'est la méchanceté. Les gens qui détruisent par méchanceté, par orgueil, pour prendre ce qui est à l'autre. Voilà. Et intellectuel, ça veut dire que l'homme n'a pas encore l'intelligence, il détruit parce qu'il ne sait pas, de façon abusive. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution intellectuelle, donc, c'est par exemple pour la question de nourriture. Hein, si une personne qui mange pas végétarien, du jour au lendemain devient végétarien, ça demande à changer des habitudes, ça demande une certaine intelligence parce que le corps il a besoin de certains nutriments qu'on trouve facilement dans l'alimentation animale, mais pour laquelle il faut chercher des nutriments alternatifs d'origine végétale. Et ça demande de l'intelligence. Il faut étudier. Hein. Il faut savoir où est-ce qu'on trouve des protéines, où est-ce qu'on trouve du fer, comment est-ce qu'il faut faire pour à ce que le corps il assimile ce fer qui est nécessaire, etc. Donc ça demande de l'intelligence. Et aujourd'hui, cette évolution vers l'alimentation végétarienne, vous avez toutes les théories qui vont avec, et on sait très bien aujourd'hui passer d'un régime carnivore à un régime végétarien sans que le corps ne souffre d'anémie ou de carence dans certains éléments parce que l'intelligence a permis d'aller chercher où, dans quels végétaux, dans quelle nourriture alternative on peut les trouver. Alors, quand vous êtes en Inde où ça fait partie de la culture, là aussi, ces connaissances ont été acquises au long des siècles par l'expérience. Donc, en fait, eux, ils savent de façon naturelle parce que ça fait partie de leur culture. Mais quand on est dans d'autres pays qui n'ont pas cette même culture, c'est pas toujours immédiat. Et donc, il faut avoir ces études pour pouvoir, comment dire, surmonter ces difficultés. D'accord? Et donc, toute destruction qui dépasse les limites du besoin, alors là, on va rentrer aussi on le verra plus en détail, on parle du nécessaire et du superflu. Alors, c'est sûr que quand on dit aujourd'hui, quand on regarde tous les objets qui sont autour de nous, et si on se demande est-ce qu'ils sont nécessaires ou est-ce qu'ils sont superflus, on obtient aujourd'hui des réponses qui sont probablement différentes que celles qu'on aurait obtenues ou celles que nos ancêtres auraient obtenues en posant les mêmes questions il y a 50 ans. Hein. Donc, je prends un exemple tout bête. Je vois aujourd'hui l'ordinateur que j'utilise devant moi. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est superflu? Donc aujourd'hui, je me rends compte, c'est nécessaire parce que sinon je ne pourrais pas être ici et vous donner un cours. Mais d'un autre côté, je me dis, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas d'ordinateur et pourtant on faisait quand même, il y avait quand même des cours, c'était différent, c'était sur papier, par correspondance, etc. C'était pas aussi dynamique, c'était plus long, etc. Donc à l'époque, c'était pas nécessaire, voyez. Mais aujourd'hui, ça l'est devenu. Donc la limite entre le nécessaire et le superflu, c'est quelque chose qui évolue aussi avec l'évolution de l'homme, mais elle évolue pas toujours dans le même sens. Par exemple, est-ce que j'ai besoin d'une voiture 4x4 avec un moteur de 300 chevaux pour amener le gamin à l'école qui a 500 mètres? Là, clairement, non. Mais il y a d'autres personnes aujourd'hui qui vous diront, si, c'est nécessaire, voilà, parce que ça va plus vite, parce que si, parce que ça, parce que autre chose. Donc, il n'y a pas comment dire, de critères absolus dans tout ça. L'évolution de l'homme permet de faire de nouvelles inventions, permet de faire des réseaux, des ordinateurs, des choses comme ça, pour qu'on puisse faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, hein, et des choses qui sont utiles, hein, parce que ce cours, on ne le donne pas pour faire bien, on le donne pour
vous apporter des éléments qui vous permettent de réfléchir et justement de travailler à votre évolution. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de superflu. Voyez. Donc utiliser la technologie dans le sens qui favorise l'évolution, c'est pas du superflu. Voyez. Donc on continue. Donc la bestialité, évidemment, sur la nature spirituelle. La bestialité, vous voyez, vous avez ici la matière, hein, attachement à choses matérielles. Et la nature spirituelle, c'est sûr que quand on réfléchit à l'état d'esprit, on peut se satisfaire en fait de très très peu. Voilà. Alors la destruction réciproque des êtres vivants, donc c'est une loi de la nature, hein, comme ils disent. Donc ça sent, pourquoi est-ce que l'animal il est obligé de tuer un autre animal pour s'améliorer? Donc au début ça choque, mais quand on regarde, on voit que, ben, en fait, quand on voit que la matière, on ne comprend pas. Hein. Mais quand on voit l'esprit, hein, avec cette destruction qui en fait n'est qu'une transformation, qui permet ben, à l'animal qui est détruit ben, de se réincarner quand même, d'évoluer, de devenir plus intelligent, d'avoir un instinct pour se protéger de cette destruction, etc. Hein. C'est comme ça que l'évolution se produit dans la nature. Et on voit que ben, cette loi de destruction qui à premier abord choque, quand on la voit que comme une transformation, on se rend compte de ses côtés bénéfiques. Voilà. Et c'est sûr que bon, ce qu'il y a dans la nature, en général, comme je disais tout à l'heure, ce sont des équilibres. Et donc, vous voyez, encore aujourd'hui, hein, dans la recherche technologique et scientifique, on étudie de plus en plus ce qui se passe dans la nature. Et alors je ne sais plus quel est le mot, mais on imite la nature. Je donne un exemple tout simple, enfin tout simple, qui m'a marqué récemment. Quand on regarde les oiseaux, hein, un aigle par exemple, donc il a des ailes. Et les ailes, il y a des plumes. Hein, et quand on regarde les plumes, sur le bord de fuite de l'aile, c'est-à-dire du côté de l'arrière des ailes, on voit que c'est pas lisse, que c'est, comment dire, une forme un peu ondulée, chaque plume faisant une petite bosselure sur cette ligne de fuite de l'aile. Eh ben, il y en a qui sont allés étudier pour se dire, mais tiens, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Hein, nous, quand on fait les ailes d'avion, elles sont lisses. Hein, il n'y a pas ces zigzags qu'on voit dans les ailes des animaux. Eh ben, on s'est rendu compte en faisant des essais en soufflerie qu'au lieu de le faire lisse, si on le faisait onduler comme les oiseaux, eh ben, ça marche mieux, il y a moins de pertes. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui n'était pas du tout intuitif, mais en observant la nature, on se dit, mais pourquoi c'est comme ça? Et on se rend compte, ben, parce que c'est mieux. Hein. Et la nature, le long des millénaires, elle a fait de sorte, et c'est ça là aussi qu'on voit cette évolution. Hein. Pourquoi est-ce que l'aigle il a ses ailes comme ça? Eh ben, c'est parce que au fur et à mesure, à force de désincarner, de réincarner, son corps il s'est perfectionné. Et on voit donc là aussi l'œuvre de la nature. Et ça se fait maintenant de plus en plus. Ça, hein. On essaie de chercher à comprendre certaines choses comme ça de la nature et en y réfléchissant, on se rend compte que, ben, quelque part, c'est génial, quoi. Hein. La nature fait bien les choses, comme on dit, quoi. Voilà. Et donc, ça, il faut qu'on ait ce recul, il faut qu'on ait cette humilité aussi, hein, devant l'harmonie de la création, hein, pour pouvoir comprendre toutes ces choses et comprendre qu'en fait, la destruction, c'est quelque chose qui permet, paradoxalement, d'accélérer l'évolution, que ça devienne, que le monde évolue plus vite et devienne meilleur plus vite. Voilà. Et donc la vie de l'animal, aussi bien que celle de l'homme, elle n'est pas dans le corps, elle est dans l'esprit. Hein. Donc ce que le lion, quand il tue une gazelle, la gazelle, une fois qu'elle est morte, son esprit se dégage et le lion, en fait, il se nourrit du corps de la gazelle. Hein. Il ne se nourrit pas de l'esprit de la gazelle. Voyez? Donc quand on dit la chair se nourrit de la chair, c'est vraiment l'aspect matériel. Donc qu'on voit, alors que l'aspect spirituel, non, bah, la gazelle qui a été attrapée et tuée par un lion, ben, elle va se réincarner et puis ça va quelque part l'aider à évoluer. Voilà. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est, vous voyez, et donc Darwin, on en parlait tout à l'heure, lui,
il avait vraiment la vision, il observait que l'aspect matériel des choses. Il n'était pas remonté au niveau spirituel, et comme tu l'as bien dit, Michel, aujourd'hui, on comprend que c'est l'esprit avant tout, hein, qui dirige l'évolution de ce corps. Voilà. Et alors, là, il y a une autre phrase qui met, c'est donc par la destruction, spectacle incessant de la destruction. Alors, c'est vrai qu'on y est là, hein, on a plus de 5000 morts déjà en France, des dizaines de milliers dans le monde, rien qu'avec ce virus. On se dit, punaise, voilà, ça peut aussi nous arriver à nous, c'est un spectacle qu'on a devant nous. Mais effectivement, ce sont des personnes en fait qui ont terminé leur parcours dans cette incarnation sur la Terre et qui donc avaient prévu de partir dans l'au-delà d'une façon ou d'une autre. Ils ont choisi cette manière-là de partir. Et donc, quand on voit la vie spirituelle, tous ces esprits, ce sont en fait des esprits qui ont été libérés. Alors certains évolués sont heureux d'avoir suivi le chemin de vie et le parcours qu'ils avaient prévu. Les autres moins évolués peuvent là aussi se trouver dans une situation peut-être de révolte ou d'incompréhension ou de trouble, mais quelque part, ça va eux aussi leur permettre d'évoluer et de mieux comprendre toutes ces choses. Hein. Donc au niveau de l'être humain, on le sent de plus près quand on voit l'aspect spirituel des choses. À quoi sert toute cette destruction et toutes ces morts? Alors on fait des têtes d'enterrement, comme on dit, on est très triste, on pleure, alors qu'en fait, dans certains pays, vous voyez, comme la Thaïlande, ils ont la vision inverse, quoi. Ils ont une vision plus spiritualiste des choses. Et quand quelqu'un meurt, en fait, plutôt que d'être triste, ils sont heureux parce que ils le voient vraiment comme la libération de l'esprit qui était dans ce corps déjà vieux et usé, quoi. Et petit à petit, chez nous, il faut que ce soit ça. Il faut qu'on accepte le départ. Alors, même une maman, c'est une maman, hein. Mais voilà, elle avait fait son parcours, elle est partie, elle est libérée, elle est allée rejoindre son père, son mari, etc. Donc, c'est clair que pour elle, c'était beaucoup mieux que nous. De ma part, ça aurait été de l'égoïsme que de dire non, non, tu ne dois pas partir, reste là, dans son corps qui déjà avait plein de dysfonctionnements. Vous voyez? Et donc la destruction, quelque part, ça c'est la destruction naturelle qui est bénéfique. Voilà. Et donc, alors on peut se poser la question pourquoi, hein, est-ce que Dieu n'aurait pas pu, comment dire, arriver au même résultat sans astreindre les êtres à s'entre-détruire? Oui et non. Tout est sagesse dans l'œuvre de Dieu. C'est nous qui comprenons pas quand on se révolte par rapport à ça. On ne comprend pas pourquoi la nature est faite comme ça, mais avec le temps, avec le recul, avec l'étude, l'évolution, on se rend compte, finalement, tout ce que fait la nature, c'est vraiment bien fait et c'est même parfois génial parce que on met énormément de temps à le comprendre. Voilà. Charles, j'ai une petite question. Oui. Pour toi, la nature, c'est Dieu ou bien c'est une entité à part de Dieu? La nature, c'est une création de Dieu. Donc c'est Dieu, quoi. Non. Non. Alors ça, non. Non, Parce que là, on tombe dans le C'est bien ce que je panthéisme. croyais. Tu vois, la locomotive, c'est pas l'ingénieur qui l'a conçue. La Ouais. locomotive a été conçue par l'ingénieur, tu vois. Et donc la Oui. nature a été créée par Dieu, mais la nature, c'est pas Dieu. Ouais. Hein, le piano, c'est pas le musicien qui joue dessus, tu vois. Hein, faut pas confondre la création, le créateur et la créature. Mais effectivement, la nature a été créée par Dieu, donc elle a été créée à l'image de Dieu, et comme Dieu il est parfait, ce qu'il a créé, forcément il y a un degré de perfection dedans. Mais on ne peut pas parler de façon absolue d'identité, tu vois. C'est comme nous, hein, l'être humain a été créé par Dieu, mais les panthéismes ils disent, nous sommes tous une parcelle de Dieu. Moi, non, c'est pas ça. Nous sommes une créature de Dieu. Hein. Nous ne sommes pas une parcelle de Dieu. C'est le même raisonnement. Et donc le panthéisme, en fait, qui pense que tout est une parcelle de Dieu, est dans l'erreur sur ce point. Alors,
c'est très subtil, hein, c'est très philosophique tout ça, mais l'image simple, c'est, ben, il y a un ingénieur qui a conçu une locomotive, ben, la locomotive, c'est pas l'ingénieur. Vous voyez, il n'y a pas d'identité. Dans la locomotive, on reconnaît, je dirais, l'intelligence de l'ingénieur qui a fait ça de façon géniale pour que ça fonctionne et tout, hein, pour qu'elle délivre la puissance, qu'elle puisse tirer le nombre de wagons qui sont nécessaires. Donc, on reconnaît en observant la créature l'intelligence de du créateur. Hein. Mais il n'y a pas d'identité. Dans l'absolu, il n'y en a pas. Voilà. Et donc, voilà, Dieu doit être infiniment juste et sage, donc ça on l'avait vu dans les attributs de la divinité, hein. Et donc c'est tout ce qui est donc tout ce qu'on voit dans la nature, il doit y avoir une raison juste et sage derrière, même si on n'arrive pas toujours à la comprendre. Et ça c'est d'autant plus important pour cette loi de destruction qu'on observe. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de mourir? Est-ce qu'on ne pourrait pas rester vivant plus longtemps? Ben non, ben voilà, de temps en temps, et on le voit même dans la vie de tous les jours, hein, quand la voiture est trop vieille, ben faut la changer, hein, il faut renouveler les choses, et quand on change, hein, ben on peut en profiter pour avoir quelque chose de mieux, de plus économique, de plus écologique, etc. Vous voyez? Et donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce recul-là pour comprendre la justice, hein, et pour reconnaître l'infinie justice et l'infinie sagesse de Dieu dans cette loi de destruction. Voilà. Bon, alors la première utilité qu'on a vue, c'est ça, hein, la chair s'alimente de la chair. Hein. Les êtres se nourrissent les uns des autres, le corps se nourrit du corps, mais l'esprit n'est ni anéanti ni altéré. Il n'est que dépouillé de son enveloppe et il continue son évolution. Voilà. Après, il y a aussi les considérations, comme il dit, morales d'un ordre plus élevé. La lutte, elle est nécessaire pour le développement de l'esprit. C'est dans la lutte qu'il exerce ses facultés. Voilà. Donc la lutte, comment est-ce qu'on peut le voir? Alors on regarde de nouveau dans la nature. Vous voyez, celui qui attaque, hein, l'animal qui attaque pour avoir sa nourriture, et celui qui se défend pour conserver sa vie, suivant la loi de conservation. Ils font assaut de ruse et d'intelligence et augmentent par cela même leur force intellectuelle. L'un des deux succombe, mais qu'est-ce qu'en réalité le plus fort et le plus adroit a enlevé au plus faible? Ben, c'est uniquement son vêtement de chair. Voilà. Et donc, vous voyez, cette loi de destruction, c'est aussi une stimulation pour l'évolution de l'esprit. Autant celui qui attaque que celui qui se défend. Hein? C'est un apprentissage. Exactement. Voilà, exactement. Et la loi de conservation, bah, c'est pareil. Hein. C'est une abomination aussi. Alors, regardez, je vous donne un autre exemple. Alors, on anticipe un petit peu le programme suivant. Bon, l'homme, il vient, il construit des maisons, et puis d'un coup, paf, merde, il y a un tremblement de terre. La maison s'écroule, elle est tombée, les personnes... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Les personnes qui étaient dans la maison ont été ensevelies dans la maison et sont décédées. Bon, voilà. Ben, pourquoi il y a un tremblement de terre? Pourquoi moi? Machin, il y a la révolte au départ, quoi. Et après, l'homme, il se dit, bon, attends, qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux construire ma maison pour qu'elle résiste à un tremblement de terre? Voyez? Et donc, c'est bien, c'est là où on voit que ces fléaux destructeurs, ils sont là pour attirer notre attention sur qu'est-ce qu'on peut faire pour s'adapter et puis pour éviter cette destruction. Donc, ça stimule effectivement le travail de l'intelligence, créer des bâtiments antisismiques qui résistent au séisme, et aussi étudier les séismes, comment est-ce que ça se produit, où est-ce que ça se produit, donc pour en arriver à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Alors malheureusement, vous avez plein de régions où les constructions se font de façon un peu anarchique, sans suivre ces lois, etc. Mais c'est parce que là aussi, comment dire, il manque je dirais, le partage, quoi. Parce que l'intelligence, elle est là. On sait aujourd'hui construire des bâtiments, même
de 50 étages qui résistent à des accélérations au sol produites par des séismes. Et le Japon, c'est un bon exemple, où vous avez des gratte-ciel à Tokyo, où vous avez plusieurs séismes chaque année, y compris des séismes de magnitude 6 ou voire plus. Hein. Alors évidemment, des fois, c'est un petit peu en dehors, je dirais, de certaines limites, hein, comme on l'a vu, le gros séisme et le raz-de-marée gigantesque là, qui a eu lieu au Japon. Donc ça, ben, il y a quand même eu un peu de destruction, puisque comment dire, la protection absolue n'est pas possible, voyez. Malgré toute l'intelligence de l'homme, ben, il y aura toujours un moment où la nature dépassera un petit peu cette limite et le poussera à aller encore plus loin. Vous voyez, c'est une lutte continue tout ça. Hein. Et aujourd'hui, ben, on a réfléchi comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger mieux de ces raz-de-marée, etc. Ou typiquement la centrale électrique là, de Fukushima, qui a eu cette vague, elle a endommagé les installations qui n'ont pas permis d'arrêter les réacteurs comme il faudrait les arrêter. Et ben, ça a changé les normes au niveau nucléaire. Aujourd'hui, ben, vous avez ce qu'on appelle les diesels d'ultime secours qui font que même en cas de tsunami, vous avez quelque chose qui permettra d'alimenter tout ce qui est nécessaire pour pouvoir arrêter le réacteur dans des conditions sûres. Vous voyez, ce sont des exemples. Et donc, voilà, c'est une stimulation donc, pour le développement, là aussi, de l'intelligence. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, là aussi, il faut espérer que, avec ce Covid, hein, que l'être humain mettra en place tout ce qui est nécessaire à la prévention lorsqu'il y a un épisode comme ça se répète, ben, qu'on ne soit pas pris de court parce qu'on n'a pas assez de masques, parce qu'on n'a pas assez de ci, parce qu'on n'a pas assez de lits, de respirateurs et tout. Donc on prévoit, voilà, un épisode comme ça atteint tant de pourcents de la population, ça fait tant de milliers de personnes ici, ça fait tant de... Et aussi pour développer les mesures d'hygiène, parce que apparemment aujourd'hui on sait d'où le virus il vient, hein. Ça vient d'une chaîne animale par la chauve-souris, ensuite c'est passé par des fourmis, ensuite l'animal qui a mangé les fourmis avec ce virus, et puis l'homme qui a mangé l'animal qui a mangé les fourmis, et c'est comme ça que le virus est arrivé à l'homme, vous voyez. Donc là aussi, ça va nous amener à nous poser des questions sur la nourriture animale, hein, où on se rendra compte des dangers et des inconvénients de cette nourriture auxquels on n'a peut-être pas encore assez pensé aujourd'hui. Ça donnera certainement des arguments supplémentaires en faveur du végétarisme. Voilà. Donc, la loi de destruction, c'est un complément ou un stimulant du processus évolutif. Hein. Il faut mourir pour renaître, passer par des milliers de métamorphoses, animer des formes corporelles graduellement toujours plus perfectionnées. Et c'est ainsi que parallèlement, les êtres passent par des états de conscience chaque fois plus lucides jusqu'à atteindre chez l'espèce humaine le royaume de la raison. Et on espère bientôt aussi le royaume de la bonté, quoi. Voilà. Donc, plutôt que de parler de loi de destruction, hein, il vaudrait mieux parler de loi de transformation. Et donc là, ça passe mieux. Voyez, la destruction, c'est ce qu'on observe a priori, mais quand on regarde de plus près, quand on réfléchit, quand on prend du recul, on se rend compte que destruction, c'est pas le bon mot. Il faudrait utiliser le mot transformation. Voilà. Donc, c'est valable pour la matière et pour l'esprit. Hein. Et Lavoisier, il avait bien anticipé ça en disant dans la nature, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, c'était, comment dire, une très bonne prévision qu'il a faite par rapport à cette loi de destruction. Voilà. Qui est en fait une transformation plutôt qu'une destruction. Voilà. Alors, pour les êtres inférieurs de la création, hein, ceux où le sens moral n'existe pas encore, où l'intelligence n'a pas encore remplacé l'instinct, la lutte ne saurait avoir pour mobile que la satisfaction d'un besoin matériel. Alors c'est souvent ce qu'on dit. L'animal qui cherche à se nourrir aux dépens d'un autre animal, c'est son instinct qui le fait. Il ne le fait pas par méchanceté, il ne le fait pas il le fait parce que c'est guidé par son instinct, et dans l'instinct, vous avez aussi quelque part une loi de la nature, une certaine sagesse,
donc qui préside à tous ces équilibres, toute cette biodiversité qu'on observe. Hein. Mais chez l'homme, c'est différent. L'homme, nous avons toujours des instincts, mais petit à petit, avec le développement de l'intelligence remplace les instincts. Hein. Et c'est là où, l'intelligence qui n'est pas encore complète nous amène, en plus avec l'évolution morale qui n'a pas tout à fait suivi, à tomber dans la destruction abusive. Voilà. Donc, dans la première période, quand on observe l'être humain, dans la première période, c'est bien l'instinct animal qui domine. La lutte a encore pour mobile la satisfaction des besoins matériels. Hein. Plus tard, ce qu'on voit, l'instinct animal et le sentiment moral se contrebalancent. Hein. L'homme lutte non plus pour se nourrir, mais aussi pour satisfaire son ambition et son orgueil, le besoin de dominer. Et c'est là où on tombe dans cette destruction abusive. Et pour cela, il lui faut encore détruire. Mais à mesure que le sens moral reprend le dessus, la sensibilité se développe, hein, le besoin de la destruction diminue. Et il finit même par s'effacer et par devenir odieux. Alors c'est une phrase que je ne comprends pas bien. Et ouais, l'homme, ok, c'est la destruction qui devient odieuse. Ouais. Et donc l'homme a horreur du sang. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, avec le mouvement vegan et d'autres choses où les personnes disent maintenant ça suffit, faut arrêter de détruire les animaux. Et effectivement, ce sens moral, il arrive à un moment où on a l'intelligence qui nous permet de le faire, hein, sans porter préjudice à notre corps physique. Voilà. Mais la lutte est toujours nécessaire pour le développement de l'esprit, hein, parce que si on était dans un confort parfait, une sécurité parfaite, sans être challengé, comme on dit, ou alors sans avoir le petit aiguillon de la douleur ou des épreuves collectives, comme on le voit en ce moment, pour nous stimuler, on tomberait dans un espèce comment dire, il nous manquerait justement cette stimulation qui nous pousse à toujours essayer d'aller plus loin, de devenir meilleur, de mieux comprendre les choses. Voilà. Hein. Sans cette stimulation, l'évolution, en fait, elle stagnerait, quoi. Et c'est pas ça dans la nature. Dans la nature, comme l'évolution est nécessaire, c'est aussi une loi de la nature, où on aura toujours ces épreuves qui passeront de temps en temps par la destruction pour nous faire avancer. Et c'est donc qu'au prix, on est loin d'être parfait, donc ça c'est clair, hein, et c'est qu'au prix de notre activité qu'on acquiert les connaissances, de l'expérience et qu'on se dépouille des derniers vestiges de l'animalité. Voilà. Alors, si on continue, donc la sagesse divine a doté les êtres vivants de deux instincts opposés, celui de la destruction et celui de la conservation. Et c'est pour ça que, hein, comme on a vu au début, ces deux aspects, on va les étudier dans le même bloc, juste l'un après l'autre. Hein, c'est-à-dire, quand on aura terminé la loi de destruction, on verra la loi de conservation. Et c'est toujours dans ces deux principes, dans l'équilibre entre les deux, hein, que se trouve, je dirais, le remède à côté du mal, que se retrouve l'équilibre, hein, qu'on retrouve le contrepoids entre ces deux mesures, entre ces deux lois de la naturelle, quoi. Ces deux lois naturelles, pardon. Et donc, les créatures de Dieu sont les instruments dont Dieu se sert pour arriver à ses fins. Donc, pour se nourrir, les êtres vivants se détruisent entre eux, dans le double but de maintenir l'équilibre dans la reproduction qui pourrait devenir excessive, voyez, d'utiliser les débris de l'enveloppe extérieure et donc de recycler, de réutiliser. Hein. Et donc, bon, ça on l'a déjà lu, donc ça c'est l'aspect matériel, et puis pour l'aspect spirituel, ce recyclage, ces désincarnations et réincarnations font là aussi partie du processus qui est nécessaire au développement et à l'évolution de l'âme. Alors, les destructions abusives, donc tout ce qui est guerre, tout ce qui est, tiens, je vais détruire la forêt pour planter du soja, en sachant très bien que la terre, elle est pauvre et qu'au bout de 3-4 années de soja, la terre pourra ne plus produire du soja, donc il va falloir que j'aille détruire encore plus loin une nouvelle parcelle de forêt. Donc là, on voit
et le soja en plus qui est utilisé pour la nourriture animale, vous voyez, c'est là où, quand on réfléchit à toutes ces choses qu'on voit sur la Terre, on se dit, bon, il y a certainement des moyens alternatifs de faire qui préservent beaucoup mieux la nature et qui entraînent nettement moins de destruction. Et là, c'est cette prise de conscience qui se fait pour réduire cette destruction abusive. Vous voyez, quand on parle du réchauffement climatique, hein, donc il y a le carbone que la nature a mis des centaines de millions d'années à fossiliser, hein, sous forme de charbon, de pétrole ou de gaz sous le sol. On est en train de récupérer tout ça, de rebrûler ça en quelques décennies ou peut-être quelques siècles pour tout remettre comme ça brutalement du jour au lendemain dans l'atmosphère. Hein, on prend quelques siècles pour défaire ce que la nature a mis des centaines de millions d'années à faire. Là aussi, on se rend compte, c'est un petit peu effréné, c'est un petit peu abusif. Il faudrait aussi trouver d'autres manières de faire. Et cette prise de conscience, là aussi, ça a été longtemps nié par beaucoup de gens, mais aujourd'hui, on se rend vraiment à une évidence. Quand on voit les températures moyennes qui augmentent, quand on voit ces incendies gigantesques dans différents pays comme l'Australie, on se rend compte, bon, il y a un problème. Et on anticipe aussi, on sait très bien calculer que avec la fonte des glaciers, avec l'augmentation de la température de la mer et la dilatation de l'eau, le niveau de la mer va augmenter et puis va inonder énormément de zones qui sont aujourd'hui habitées par des millions, des centaines de millions d'habitants. On voit qu'on est en train d'aller tout droit dans le mur, donc qu'on est en train de faire une destruction abusive, mais voyez la lutte que c'est, le temps que ça met pour la prise de conscience, pour qu'on sorte justement de ces habitudes qu'on a de consommation effrénée et de destruction abusive, pour que la prise de conscience se fasse et qu'on soit amené individuellement à changer en disant, bon, maintenant je ne vais plus prendre la voiture pour amener le gamin à l'école, je vais y aller à pied. Je vais utiliser des moyens plus écologiques. Hein, on va produire de l'énergie en fonction, sur des sources d'énergie renouvelables plutôt qu'en utilisant de l'énergie fossile, et ainsi de suite. Hein. Mais ça met du temps, et là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais probablement, il va là aussi falloir quelques aiguillons. Donc, ces incendies sont un exemple. Ce virus, bon, c'est pas forcément lié à ça, mais ça va nous permettre de mesurer l'effet indirect, hein, du confinement et de cet arrêt, de cette réduction forte et brutale de l'activité humaine, hein, des émissions de CO2 qui n'ont jamais été aussi basses que ces derniers jours, pour voir quelle va être la réaction de la nature par rapport à ça. Donc, ça va nous apporter aussi des données scientifiques pour pouvoir étudier qu'est-ce qu'on a de mieux à faire pour mieux protéger, vivre plus en harmonie avec le monde qui nous héberge et donc réduire, voire supprimer complètement toute cette destruction abusive. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Vous voyez, hein, les théoriciens économistes, c'est sûr quand on réfléchit à ça, ça fait peur. Hein. Là, je suis en train en récupérant les dossiers de ma maman, de trouver des choses de mon grand-père. Il me racontait souvent qu'il était agriculteur dans une petite ville de campagne. Hein, son père aussi était agriculteur. Et quand il y avait les foins, hein, la cueillette de blé ou des pommes de terre et tout le village se mobilisait. Ils allaient de chez l'un à l'autre avec des centaines de personnes qui étaient là-bas avec les faux pour faire tout ça à la main. Et donc vous aviez des centaines de personnes qui vivaient de cette activité agricole. Alors aujourd'hui, quand on regarde comment ça fonctionne, il y a deux bonhommes. Hein. Il y en a un qui a une moissonneuse-batteuse, le deuxième, il a un tracteur. Donc ils ont quelques bidons de gasoil, évidemment, pour mettre dans les machines. Mais vous avez deux personnes qui font le travail que faisaient des centaines de personnes il y a encore un siècle. Hein. Donc c'est là où, quand on réfléchit, on se dit, mais économiquement, est-ce que ça a un sens? Effectivement, ça n'a pas trop de sens. Parce que quand on compare le prix des quelques bidons de gasoil qu'ils mettent dans les machines avec le salaire qu'il faudrait pour ne payer des centaines de personnes, on se rend compte qu'il y a un écart phénoménal.
Et que tout ça, en fait, tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est possible que parce que le bidon de gasoil, il coûte rien. Hein. On le prend dans la terre et on le gaspille dans ces machines. C'est là où on se rend compte qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'on va faire le jour où il n'y aura plus ces bidons de gasoil? Hein. Et s'il fallait remettre des centaines de personnes pour venir moissonner le blé, le prix du pain, donc notre modèle économique en fait ne fonctionnerait plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si. Hein. Et donc il va bien falloir que là aussi, au niveau de ces théories économiques, on reprenne en compte, et d'ailleurs ça commence, c'est pour ça qu'il y a des bons signes aujourd'hui. Hein. Le CO2, ça a un prix. Hein, c'est ceux qui émettent du CO2, ils payent aujourd'hui pour ça, parce qu'on commence, alors pas suffisamment encore, mais au moins le principe, il est déjà admis, que comment dire, ces préjudices qu'on cause à la nature ont un prix. Voilà. Alors, là, il donne un autre exemple au Brésil, hein, quand il parlait dans les années 30 au niveau du café. Donc, effectivement, il y avait à un moment donné un problème de prix du café et ils avaient brûlé le café. C'est comme ce qu'on voit de temps en temps quand il y a des surproductions de lait ou de tomates. Le lait, il est balancé dans les égouts parce que les gens sont, les agriculteurs, ou à juste titre, hein, encore une fois, c'est pas une question de jugement, ne sont pas satisfaits du prix, qui leur permet pas de vivre. Et puis donc, bon, mais quand on voit là, c'est une destruction qui est pas forcée, même si on peut comprendre les raisons, pour la nature, c'est clair, c'est pas bon. Hein. Donc il faudrait trouver les mécanismes économiques qui permettent d'éviter ça, de retrouver ces équilibres, de meilleurs équilibres, non seulement entre la loi de l'offre et de la demande, mais aussi avec l'impact environnemental et dans la nature pour éviter cette destruction abusive. Voilà. Parce que quand chez nous, ils sont pas contents, on met du lait dans les égouts, il y a certains pays où les gens n'ont même pas, auraient besoin de lait et ils n'en ont pas. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut continuer à développer et à modifier sur notre planète si on veut vraiment avancer et arrêter cette destruction abusive, comme la surpêche, la surconsommation. J'ai vu aussi récemment que dans tous les aliments qui sont produits, hein, il y a des. Vous prenez des fruits, par exemple. Donc, il y a des fruits qui ont des taches, qui sont pas beaux, qui sont moches. Souvent, ils sont éliminés dès le départ ou, quand ça va bien, on les recycle pour faire du jus, pour faire d'autres produits. Hein. Ensuite, ça va au supermarché. Donc, il y en a qui se perdent dans les transports, il y en a qui se perdent dans les stockages, il y en a qui se perdent dans les étals, il y en a que les gens achètent et qui ne mangent pas assez vite et qui se perdent aussi chez les gens. Quand on fait le compte, sur 2 pommes qui ont été cueillies, il y en a au moins une, donc la moitié, hein, qui est partie à la poubelle. Et donc ça aussi, c'est clair c'est de la destruction abusive, il faut qu'on fasse le nécessaire pour réduire ce genre de choses. Voilà. Et ça, encore une fois, ça demande une prise de conscience, etc. Hein. Voilà. Et c'est ça aussi donc qui stimule notre intelligence, hein, quand on prend conscience de ces erreurs, hein, de ces destructions abusives, il faut se creuser la cervelle pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça, pour améliorer ça, pour réduire ça. Voilà. Donc ça développe l'intelligence, ça développe la prévoyance, ça développe l'éducation, ça développe le partage, tout ce qui est lié à ça. Voilà. Alors les guerres, bon, on n'en parle pas trop, hein, parce que là c'est clair que il n'y a aucun motif légitime à un conflit quelconque. Hein. Les guerres, quand on voit, ce sont des effets de cet égoïsme et de cet orgueil humain. Hein. Et donc ça, il faut vraiment prendre le mal à la racine, stopper ça. Chacun doit pouvoir vivre librement et en paix partout. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, en ce moment, là, il y a un appel de l'ONU pour un cessez-le-feu au niveau mondial, hein, compte tenu de la situation. Voilà, bon, je pense que c'est le genre de choses qu'il faut effectivement encourager, stimuler. Il faut
faut pas qu'on reste dans notre petit confort, parce que le monde, en fait, il est comme il est, pas uniquement à cause de ceux qui font le mal, mais aussi à cause de ceux qui voient le mal qui est fait et qui restent là sans rien dire. Vous voyez? Donc, je ne vous encourage pas à aller crier, à faire de manifester dans les rues, mais non, mais il faut de façon persuasive et douce, je dirais, faire entendre nos voix pour dire on veut plus de ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, Charles, ça va. On a dépassé l'horaire, hein, je suis désolé. Je viens de regarder, je viens de voir. J'étais trop bavard. Non, c'est bien, c'est bien. Mais le changement, Charles, c'est une responsabilité de tous. Voilà. Voilà. Alors, Marcia nous a mis des commentaires dans la marge, hein, donc Ah oui, vous bah pouvez les oui. regarder. Je sais que le végétarisme, c'est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Hein, donc, voilà. Et moi, je dirais, c'est tout à fait légitime, hein, même si, encore une fois, si le végétarien condamne lourdement ceux qui ne sont pas végétariens, non, faut aimer son prochain, faut comprendre, faut pas non plus devenir radical ni dans un sens ni dans l'autre. Hein, c'est toujours pareil, c'est toujours cette question d'équilibre. Ou alors des gens qui disent c'est pas un esprit évolué parce qu'il n'est pas végétarien. Ça, on connaît beaucoup de personnes qui sont végétariennes et qui ne donnent pas forcément des signes d'être un esprit très évolué. Donc, vous voyez, on ne peut pas non plus utiliser ça comme mesure du degré d'évolution et de bonté des personnes. Voilà. Alors la prochaine fois, comme je vous ai dit, on va voir, ça va vraiment être le sujet fléau destructeur. Donc on va vraiment voir pourquoi il y a des Covid de temps en temps, pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a des tsunamis, pourquoi de temps en temps il y a des météorites qui tombent sur la Terre, etc. Donc ça fait partie de cette loi de destruction, mais au lieu de se produire de façon continue et comme on peut le voir donc dans comme on l'a vu aujourd'hui, de temps en temps, ça se produit de façon un peu plus massive, hein, et donc là aussi, ça a une utilité. Voilà. Alors, écoutez, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va répondre à la question de Géraud là sur les activités de la fédération. Je le répondrai dans le chat. Et sinon, on va aussi remercier les bons esprits pour l'occasion qu'ils nous ont donnée aujourd'hui de pouvoir avoir ce partage, cette étude, ces réflexions sur toutes ces questions qui ne sont pas toujours faciles à comprendre et qui sont parfois même assez polémiques, pour qu'on puisse trouver toujours pareil l'équilibre, l'intelligence, comprendre la perfection divine de l'œuvre, puis aussi de la création divine que l'on peut observer dans la nature. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Alors, prenez bien soin de vous, hein, suivez les instructions pour la loi de préservation, hein, pour éviter que cette destruction nécessaire liée au Covid ne devienne pas abusive. Et c'est vrai que, Morissette, tu l'as bien dit, hein, si on veut que la planète évolue, il faut déjà qu'on évolue nous-mêmes, parce que c'est par les changements individuels au niveau des individus que la collectivité évoluera aussi. Donc, le travail le plus important qu'on a à faire, c'est sur nous-mêmes. Voilà. Merci à tous. Merci Charles. Merci beaucoup, Charles. Merci à tous. À bientôt. Bon dimanche à tous. À dans 2 semaines. Oui, alors la semaine prochaine, il n'y a pas parce que c'est Pâques. Hein. Voilà. Ah, c'est Pâques déjà, voilà. Oui. Joyeuse Pâques, du coup. Et à Pâques, les écoles ferment. Donc là, comme on est un peu dans une école, les jours de genre Pâques ou Noël, j'ai rien mis. C'est pour ça que vous voyez, le chiffre, il est en gras dans le programme. C'est parce que c'est voilà, le changement d'heure et puis le fait qu'on est... Et là, pareil, vous voyez, il y en a un autre qu'on a enlevé. On va peut-être pouvoir le remettre parce qu'en fait, c'était le week-end où il y avait la rencontre à Végimont en Belgique.
Mais comme apparemment cette rencontre, elle va être annulée, bon, on pourra éventuellement refaire une. On verra d'ici là, quoi. Voilà. Hein, la séance du 24 mai. Excellente semaine, à bientôt. À bientôt. Très bientôt. Avec Au revoir. impatiente là. Bonne semaine.